impressionné de trouver 2 personnes quand même dans l'auditoire. Bon, vous voyez, j'aime pas de doute. Parce qu'il fait beau depuis une semaine. Ben oui, oui. L'activité principale de l'après-midi quand il fait beau ici, c'est la sieste. Il faut savoir que le problème de l'exposé des ateliers vient en secours essentiellement des gens soit qui n'observent pas la nuit, soit des aléas météo. Ce n'est pas absolument normal d'avoir personne cet après-midi puisqu'on est déjà à 5 ou 6 jours de veille et que donc les siestes sont de plus en plus longues. Alors, pour Eric, je n'ai pas posé la question parce que je sais, mais quelle est votre motivation pour... Parce que je ne connais pas grand-chose. D'accord. Donc c'est pour apprendre. Bon. Je dis franchement. Et moi, j'ai jamais rien compris depuis le début. Ah voilà. Moi, je suis tellement lent d'esprit, Moi, c'est c'est pour ça. pareil. Et comme c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça, Ouais. donc pendant que je suis, je veux profiter de mon passage pour bien pour apprendre des choses. Alors bon, par rapport aux éclipses totales de soleil, est-ce que vous connaissez un petit peu le principe, ce que c'est qu'une éclipse totale de soleil, pourquoi c'est intéressant, pourquoi on va à l'autre bout du monde pour courir après ces quelques secondes ou minutes de bonheur Non, je ne connais pas grand-chose. En fin de compte, je vois bien, je sais quand il y a une éclipse, tout le monde le dit, tout le monde porte... Alors bon, en fait, l'éclipse totale de soleil, c'est le seul moyen qu'on a, donc en restant sur Terre, de voir exactement à quoi ressemble l'atmosphère complètement extérieure du soleil. Parce que cette atmosphère extérieure du soleil est très très faiblement lumineuse par rapport au soleil. Et donc, on ne peut pas voir le soleil tel qu'on voit ici, et sa couche extérieure qui est très très ténue. Donc il faut que le soleil soit caché par quelque chose pour qu'on voit tout ce qui est autour. Alors, il y a 2 solutions. Il y a un astronome français qui s'appelle Bernard Liot qui a inventé un appareil qui s'appelle le coronographe, qui consiste à placer à la place, dans une lunette astronomique, à placer à la place du soleil un disque noir, et par secret de voir les choses autour. Alors, effectivement, le coronographe, ça fonctionne à condition d'être en très haute altitude, d'avoir une optique merveilleusement pure du point de vue transmission. Et ça nous permet de voir que, on va dire, la couronne très très basse. C'est-à-dire celle qui est à quelques centaines, quelques milliers de kilomètres autour du Soleil. Or, la couronne solaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important puisque on baigne dedans. Elle fait au moins 150 millions de kilomètres. Et cette couronne solaire, pourquoi est-ce qu'elle intéresse tout le monde? D'abord, c'est parce que c'est très beau à voir. Et puis ensuite, parce que c'est un phénomène qui reste quand même très très obscur puisque quand on quitte les couches visibles du Soleil, on est à peu près 6000 degrés de température, et on s'étend pourquoi on saute de quelques milliers de kilomètres en s'éloignant du centre du Soleil, et on arrive à 1 à 2 millions de degrés de température. Et qui plus est dans un gaz qui est beaucoup plus raréfié. Alors c'est cette énigme-là qui n'est pas encore totalement tranchée, qui incite les voyeurs d'éclipses dont on fait partie à aller voir ça de plus près. Bon, pour ne rien vous cacher, le c'est la beauté du spectacle, beaucoup plus que l'utilisation scientifique qu'on peut en faire. Cela dit, comme on y va pour prendre des images, on s'arrange quand même pour les prendre de façon à ce que si les scientifiques veulent s'en servir, ils puissent le faire. Alors là, en l'occurrence, la dernière éclipse totale dont vous avez devant vous 2 rescapés, Eric et moi, on a été la chercher au nord de l'Australie. Oui. Donc, sur un voyage qu'on a organisé par nous-mêmes, pour éviter de se faire arnaquer par le tour opérateur, parce que sur ce coup-là, ils se sont quand même bien sucrés. Bon, on avait la possibilité, en œuvrant comme ça, en étant à 4, de pouvoir avoir une mobilité bien plus importante. Et le fait est qu'on était chercher l'éclipse là où ça a été clair, alors qu'une bonne partie des groupes n'avaient pas prévu la possibilité de déplacement selon la météo, et se sont retrouvés entre Cairns et Port Douglas avec une probabilité de caca qui était en gros de 1 pour 3. C'est en gros un quart de l'effectif qui était sur la côte qui avait l'éclipse, c'est le quart de la côte d'Index. Et tout ça pour un prix 3 fois moins. 3 fois moins. Voilà. D'ailleurs, sachant que sur place, on a bien voyagé, on a bien visité. Oui, on s'est fait. On a fait sûr, c'est ça l'avantage. Oui, c'est pas privé. Quand on va tout seul, comme ça. Bon, on a quand même eu la chance de trouver, au moins pour la deuxième partie du voyage, parce qu'Eric a fait la première, moi je les ai rejoints pour la deuxième moitié du voyage. Mais on avait trouvé sur Cairns certainement la chambre la moins chère de la ville. C'était pas... Bon, mis à part qu'il y a une boîte de nuit, bon, ça faisait un peu de bruit jusqu'à 1h ou 2 du matin, mais ça ne nous empêchait pas de dormir. C'était une chambre qui nous a revenus à 25 € par personne, avec garage dans la cour en plein centre-ville. Donc on est très loin des tarifs hôteliers annoncés sur les sites internet par rapport à l'Australie. Oui, c'est sûr.
Alors là, ce qui va être présenté, c'est les techniques de traitement des images d'éclipse. Pourquoi est-ce qu'il faut traiter les images d'éclipse de soleil? C'est simplement parce qu'entre l'endroit où la lumière du soleil s'échappe des couches visibles et l'endroit où elle se diffuse donc, dans cette espèce de couronne complètement extérieure et de gaz très ténu, le rapport de luminosité des éléments de l'image varie selon un ratio de 1 à 2000, c'est-à-dire que l'image est 2000 fois plus brillante juste au bord du soleil et à environ 1 ou 2 diamètres du soleil par an de temps d'exposition. Dans cette latitude d'exposition, il faut trouver un moyen de la compenser. Alors, il y a une solution. On prend des photos avec des temps de pause progressivement croissants. On commence à des temps de pause très courts, là en l'occurrence c'est un 4/1000 de seconde. Et on augmente progressivement pour arriver jusqu'à environ 1 seconde ou 2 secondes, peu importe. Et après on repart en sens inverse. Et ce pendant la durée de totalité. Ça permet d'avoir sur chacune des images une partie qui porte de l'information. Et l'idée du traitement, c'est de savoir récupérer toutes ces parties qui portent de l'information de chacune des images pour reconstituer une image finale qui fait la synthèse de tout l'ensemble. C'est-à-dire qui élimine toutes les zones surexposées et qui ne prend de toutes les images que les zones bien exposées et en fait une image donc, de synthèse qui représente de très très près ce qu'on a vu visuellement. Alors en l'occurrence, pour ma part, pour cette éclipse, j'ai pu me charger un petit peu, puisque je suis arrivé 4 jours avant l'éclipse, enfin je suis parti 4 jours avant l'éclipse. Donc j'ai pu sortir un peu la grosse Bertha. La grosse Bertha, c'est une lunette de 106 mm de diamètre, qui fait 540 mm de focale, qui a la grande particularité, c'est d'avoir un porte-oculaire démontable et un pare-buée télescopique, qui fait que une fois que le pare-buée est rentré sur le tube et une fois que le porte-oculaire est démonté, ça fait 40 cm de long. Ça pèse 6 kg, un peu plus de 6 kg quand même. Tout ça, c'est monté sur une monture qui est un Astrotrack, qui est un concept anglais qui a quelques années d'existence, qui est absolument génial. On peut charger dessus jusqu'à des télescopes de 300 mm de diamètre, d'ailleurs, il y en a qui l'ont déjà fait. Et ça permet d'avoir un entraînement équatorial de haute précision, puisque le bras d'entraînement, en fait, est difficile. Donc, en fait, ça entraîne sur cette canne-là et qui fait à peu près 40 cm de long. Donc, ça fait un entraînement très très haute précision pour un encombrement ultra minimal et un poids qui est ridicule. Alors, comme on a chacun des manies, moi j'ai la manie quand je vais faire les éclipses de me servir des voies de transport des optiques pour des locaux, des accessoires pour pouvoir constituer la colonne d'observation sur le site qui va permettre de poser l'instrument. Sauf que là, on était très près, on était quand même assez près du pôle, de l'équateur plutôt, et il a fallu quand même faire une petite rallonge de façon à ce qu'on puisse incliner la monture à la latitude de 15 degrés et sans faire en sorte que le bras d'Astrotrack rentre dans le pied. C'est pour ça qu'il y a une rallonge ici qui a été rajoutée pour la circonstance. Rallonge dans laquelle j'ai pu mettre aussi des accessoires aussi, c'est une boîte de transport en plus. Alors, les images objets de cobaye pour cet après-midi, ce sont celles-ci qui ont été prises pendant cette éclipse d'Australie. C'est une éclipse qui a eu lieu pas très haut sur l'horizon, puisqu'on était à l'état, puisque ça ne dérange pas que je l'aide parce que pour le contraste des images, c'est quand même bien. Alors, là, j'ai pris 6 images, bon, il y en a 43 au total. Mais après, quand on fait sur 43, c'est un peu plus long. Donc, avec des temps de pause successifs. Donc, la première, 24 millième de seconde, la deuxième, 1/1250e, la troisième, 1/500e, la quatrième, 1/160e, la cinquième, 1/60e, et la sixième, 1/25e. Alors, vous voyez déjà qu'il y a 200 ISO de sensibilité numérique à 1/25e de seconde, ce que vous avez déjà. D'où la question, est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir une monture qui suit le mouvement du ciel alors qu'à 1/25e de seconde, on a déjà ça? Alors, réponse oui. Pourquoi? Parce que ça dispense d'avoir à recadrer les images pendant la totalité, ce qui est source de gagne. Et aussi, quand on a sur chacune des images la Lune qui est le plus près possible du centre du champ, enfin, ça peut dériver un peu, on a quand même beaucoup moins d'accidents de distorsion d'images quand on les recompose les unes par rapport aux autres. Donc, il faut les reformer. Et le reformer, c'est pas forcément évident. Il y a une fonction de torsion dans Photoshop, mais elle est quand même assez imprécise. On peut tordre de plusieurs dizaines de pixels, mais tordre d'1 ou 2 pixels, c'est très compliqué.
Alors dans les procédés de traitement, il y en a plusieurs, il y en a 3 essentiellement. Plus les autres c'est le mariage de ces différents procédés entre eux. Alors il y a un procédé, celui-ci qui est complètement maison, qui est le procédé d'inversion rotation. Alors il a l'avantage d'être facile à faire, il a l'avantage de pouvoir être fait sur n'importe quel ordinateur, y compris ceux du siècle dernier. Il a l'avantage d'être très rapide, mais il a l'inconvénient d'être pas forcément plus performant pour sortir des détails. Alors c'est pas compliqué, on prend l'image, bon là c'est dans Photoshop, hein. On la duplique, on en fait un double. Le double, là c'est l'étape numéro 2, on le fait tourner d'un angle qu'on fixe. Alors l'angle il peut être, bonjour, l'angle il peut être de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés, 10 degrés. Pas plus de 10 degrés parce qu'après ça devient assez scabreux. Alors cette image retournée, tournée d'un angle de 3-5 degrés on va dire, on la met en négatif, ça c'est l'étape numéro 3. Et ensuite, une fois qu'elle est en négatif, on joue sur les calques, on prend le calque négatif et on le met sur l'image d'origine, sur la première, sur celle de l'étape numéro 1. On la fusionne en incrustation à 50%, et ça va donner cette image-là, sur laquelle on va appliquer, donc, en traitant les niveaux, donc en gros une compression de bande spectrale, de manière quand même à faire apparaître les structures. Parce que sinon elles sont très difficiles à faire apparaître. Et on a besoin de les faire apparaître pour pouvoir recaler les disques ensuite. Donc là, sur l'étape numéro 7, on prend les courbes de niveau. Vous voyez que initialement le spectre qui va de là jusque là. Ici vous avez un élément d'information qui est le bruit de fond en fait ça correspond aux bandes noires ici qui ont tel intérêt. Donc on a tout intérêt à resserrer la bande comme ça, de façon à garder sans modification le point de moyenne sur le pic d'information d'image. Quand il en passe, ça renforce le contraste et aussi la dualité de l'image. Ah, merci. Ah ben toi, c'est plutôt tout. Ah oui, voilà. Voilà, donc vous gardez ça ici, vous pouvez ce que là, celui-ci, et qu'en fonction de la ligne que prend l'image, il faut obtenir à peu près cet aspect-là. Là, c'est une rotation, donc vous voyez que sur l'image initiale, on ne voyait pas du tout ou très peu de formation. Tout ça, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui se situent sur l'image. Donc, qui sont sortis d'une image élémentaire. C'est en ça que c'est passionnant. Le traitement des images éclipses, c'est que c'est quand même un moyen de sortir des quantités de détails d'images qui semblent complètement floues au départ, alors qu'elles sont très porteuses d'informations. Là, quand vous travaillez en rotation d'image, il n'y a pas besoin de centrer l'image. Il suffit de centrer le disque quand on bouge le calque. Et alors donc ici, ensuite vous déplacez l'image donc sur l'image originale. Et voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Donc sur une image élémentaire, on passe de ça, image originale, à ça, image après la petite cuisine, qui est une cuisine très facile à faire. Mais on peut mieux faire, parce que là on a fait une rotation, peut-être de 5 degrés. Mais rien ne vous empêche de prendre la même image, de faire la même pour des rotations de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés, 10, 15, 20 degrés. Et ensuite, toutes les images que vous obtiendrez, vous les fusionnez entre elles, et vous vous servez de l'image fusionnée pour les glisser sur l'image originale. Et là, vous aurez beaucoup mieux. Voilà, donc vous voyez 1 degré. On renforce les fins détails, avec pas beaucoup de contraste, et plus on va tourner, moins on va renforcer les fins détails, mais plus on va augmenter le contraste. Évidemment, comme ici vous jouez sur des très très fins détails, vous allez aussi renforcer le bruit de fond du film, enfin de l'image. Puisque ce sont des fins détails en fait, le bruit de fond. Des détails anarchiques, mais des fins détails quand même. Donc ici, plus vous poussez, voilà ce que ça donne. Alors on peut dire celle-ci elle est sympa, on voit tout, pourquoi pas prendre celle-là? Simplement parce que celle-ci, elle n'a pas l'information de résolution. Elle a l'information de contraste, et si vous voyez quelque chose, c'est par le jeu du blanc sur le noir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On superpose tout ça. On les applique les unes avec les autres, si bien qu'on a le beurre, l'argent du beurre et la crémière en plus.
à savoir des images qui vont de la haute résolution jusqu'au haut contraste. Et tout ça, une fois marié, ça fait quelque chose qui donne ça, sur une image élémentaire. Vous voyez la différence entre tous ces détails-là, ils sont portés par cette image-là. Et comment sait-on que ce ne sont pas des artefacts? Simplement parce que quand on fait plusieurs images au même temps de pose ou à des temps de pose voisins, on applique la manip, on retrouve des détails communs. Et tous les détails communs, tous les détails qu'on retrouve mais non communs, ce sont des artefacts qu'on élimine. Donc vous prenez ça, vous l'appliquez sur l'image d'origine en incrustation, à 50% ou à 100%, il faut faire des essais, vous tombez là-dessus. Ça et ça, c'est la même image. Magique, hein. Et ça, c'est sur une image. Rien ne vous empêche de le faire sur toutes les images de la série et ensuite de superposer ensemble. Là, on verra tout à l'heure, vous avez le lien en valeur. C'est bon? Une question. Ouais. Les rotations, dans quel sens? Peu importe. L'essentiel, c'est de les faire tous dans le même sens. Ouais. Tu le fais en horaire ou en anti-horaire, peu importe. Ouais. Ce que tu peux faire aussi, quand tu as plusieurs images, tu peux en faire la première en rotation horaire, la deuxième en anti-horaire, la troisième en horaire, la quatrième en anti-horaire. Si tu les fais toutes en horaire ou en anti-horaire, tu risques d'avoir une rotation. Il y a une rotation des détails, forcément, puisqu'on applique un angle de rotation. Et qu'en fait, on joue sur l'alternance positif-négatif. Si tu veux moyenner le mieux possible, tu en calcules dans un sens, la suivante dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne pour une image unique. Alors, vous allez me dire ici, il y a des petites choses ici qui sont, ça ce sont les artefacts de parlant, on va dire, de bord. Alors, si vous voulez faire des choses esthétiques, ce qu'on fait quand c'est comme ça, on donne un coup de baguette magique sur le disque de la Lune sur l'image d'origine, avec un flou de contour de quelques pixels. On se la met de côté et on va l'appliquer là-dessus. Ça élimine tout ça, ça élimine toute cette élimination. Alors ça, c'est pour les bambins, c'est très facile à faire, n'importe quel logiciel de traitement d'image, c'est ça. Alors, autre technique qui a été mise en place dans les années 95 à 2000 par un Américain qui s'appelle Fred Espenac, qui est l'un des grands spécialistes de la course aux éclipses au niveau mondial. Cette technique-là utilise une fonction qui existe dans pas mal de logiciels de traitement d'image, Photoshop entre autres, qui est la fonction de flou radial. C'est-à-dire que la fonction va générer un flou suivant un angle qu'on fixe et sur tout le secteur de l'image. Ce qui suppose que là, il faut centrer parfaitement le centre de la cible sur le centre de l'image. Donc si vous avez des images d'éclipse qui sont un peu décentrées, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, parce qu'en général on ne pense pas trop à remettre le truc d'aplomb juste avant la totalité parce qu'on a deux choses à faire, mais il faut remettre votre image sur un support, sur un temps de travail, donc redéfinir une zone de travail qui fasse que le centre du disque soit sur le centre de l'image, au pixel près. Donc une fois que c'est fait, alors vous utilisez la fonction flou radial. Alors est-ce que quelque part je l'ai détaillé, je ne sais plus, on va voir ça. Non. Alors bon, c'est pas compliqué. Voilà. Donc vous prenez l'image ici. Vous pouvez dupliquer avec un double, comme tout à l'heure. Au lieu d'appliquer la fonction de rotation d'un angle fixé comme on l'a fait tout à l'heure, vous activez la fonction, mais dans la fonction flou radial, dans la fonction flou radial qui se trouve dans les filtres, dans Photoshop. Vous faites le filtre, vous avez donc les flous qui sont dans l'atténuation 3. Atténuation, et là vous avez le flou gaussien, le flou machin, le flou sourcil, le flou solaire et le flou radial. Le flou radial est fait ici de 2 degrés. Qu'est-ce que vous voulez apparaître de votre image originale avec 2 degrés de flou radial? Vous voyez apparaître pareil les structures très très fines, et là on devine le bruit de fond aussi. Mais vous sortez ces petits éléments qui font partie de l'image et pas de bruit de fond. Si vous faites un flou de 5 degrés,
Donc à 5 degrés, vous voyez, vous avez encore plus de détails. Vous avez toujours des marques d'artefacts périphériques. Ça, c'est une image numérique, c'est normal. Mais vous avez quand même des choses qui sont très sympathiques. À 10 degrés, vous perdez un petit peu de netteté, mais vous augmentez le contraste du coup des pointes. À 15 degrés et à 20 degrés. Alors vous voyez qu'à 20 degrés, là, c'est juste pour faire du flou dit artistique. Alors vous faites ça sur une image. Alors ici, si vous fusionnez le 2 et 5 degrés, voilà ce que ça donne. Le 2, le 5 et le 10. 2, 5, 10 et 15 degrés. Alors vous voyez, là, vous avez l'avantage d'avoir les gouttes ici qui sont complètement réelles, ici aussi et là aussi. Et en même temps, vous avez les fuseaux qui commencent à s'allonger. Tout ceci sur une image unique. Celle-ci, elle n'est pas tout à fait à sa place parce que c'est une image qui représentait en fait du flou radial, du flou de l'inversion rotation sur plusieurs images, sur 6 images. Vous prenez 6 images, vous faites des inversions rotation de 2, 5, 10 degrés. Vous superposez les calques, vous superposez ça à une des images originales, celle qui on va dire est à mi-pause. Et vous obtenez ce genre de choses. Vous pouvez très bien aussi utiliser ce qui a été fait ici. Vous n'utilisez que l'image. Vous utilisez que l'image donc déduite des inversions rotation et ne pas la superposer avec l'image originale. À ce moment-là, vous pouvez la coloriser de la couleur qui vous va bien et replacer le disque. Alors là, quand on replace le disque, quand vous avez 6 images qui sont prises à différents instants de la totalité, il ne faut pas oublier que la lumière pendant ce temps-là se déplace. Et elle se déplace d'une valeur qui n'est pas négligeable, qui fait que vous ne pouvez pas faire l'alignement sur le disque de la Lune. L'alignement, vous êtes obligé de le faire sur les formations de la couronne. Et vous reconnaîtrez que c'est quand même pas évident à faire. La seule façon de s'en sortir, c'est de les précalculer. Vous avez sur les éphémérides la possibilité d'obtenir très précisément les coordonnées célestes du centre de la Lune à l'instant T du début de la totalité. Vous avez les coordonnées célestes de la Lune à l'instant T de la fin de la totalité. Donc vous savez en gros, en secondes d'arc, en gros, de combien elle se déplace par seconde et suivant quel axe. Et ensuite reste à savoir quelle est la dimension de votre capteur. En général, si c'est du Canon 350D, ce qui est PSA, c'est du 15-22 mm. Connaissant la taille du capteur, connaissant la focale de l'objectif, vous savez de combien il faut déplacer de pixels le disque de chacune des images, le disque de la Lune de chacune des images, pour caler sur les détails de protubérance, les détails de couronne. Alors c'est un petit peu compliqué, mais bon, il y a pire. Et alors là, vous êtes assuré d'avoir une superposition parfaite. Le moindre défaut de superposition entre les images, ça vous génère un flou et une perte de signal considérable qui font que finalement, c'est pas la peine d'appliquer la technique si vous ne maîtrisez pas ce côté-là. C'est en gros, on va dire, la seule difficulté de la chose. Il faut connaître parfaitement la dimension du capteur, la focale de l'objectif. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez la mesurer très facilement. Il suffit de prendre une photo de la Lune ou du Soleil, de mesurer la dimension qu'elle fait donc, sur les capteurs. Ça, c'est facile à faire quand vous représentez comme ça l'image à l'écran. Vous savez que ça, par exemple, si c'est un 15-22, ça peut être retouché, ça fait 22 mm, ça fait 15 mm. Et quand vous mesurez le déplacement sur les capteurs, vous le rapportez à ces dimensions-là, qui sont d'ailleurs prédéterminées dans les logiciels de traitement. Ça vous permet de faire des superpositions pixel près, même aux demi-pixels près, et donc d'avoir une résolution de l'ensemble bien supérieure. Quand vous avez des éclipses comme celle de 2008, où il y a une ou deux étoiles qui sont visibles pendant la totalité, dans le champ de la totalité, ça vous sauve pour les images prises sur la couronne extérieure, parce que souvent les étoiles, on les enregistre. Donc si vous avez deux étoiles, admettons une ici et une là, à ce moment-là, vous dites quelles sont les deux étoiles sur toutes les photos où elles sont visibles, et à ce moment-là, vous avez une superposition parfaite, sans calcul. Quand vous jouez sur un bord de route sans avoir trop le temps de faire la mise en station, que la mise en station est approximative, il ne faut pas oublier que dans certaines circonstances, quand vous prenez une image et la suivante, il peut y avoir une petite rotation de champ. Donc cette rotation de champ, on arrive à l'apercevoir quand on
fait le calcul d'extrapolation de la position de chacune des images, on n'arrive pas à obtenir une superposition parfaite. C'est qu'à ce moment-là, il y a un défaut en rotation à l'image. Et s'il y a un défaut en rotation, ben, il n'y a pas 36 de solution. Il faut y aller dixième de degré par dixième de degré, tourner les images jusqu'à ce qu'on obtienne le meilleur résultat. Et à ce moment-là, vous avez corrigé les défauts de collimation, le défaut de mise au point et le défaut d'alignement des images. Alors ça, c'est donc pour revenir à la technique des gradient rotationnels. Ça, ce sont des gradients rotationnels qui ont été mis ensemble. Donc c'était du 2, du 5, du 10 et du 15 sur plusieurs images. Et d'ailleurs, on voit ici, en effet, ici, vous voyez très bien, que là, il y a un disque de la Lune qui arrive là, et les autres, ils arrivent un peu plus loin. Pareil, ici, il y a un disque qui arrive là, les autres un peu plus loin. Donc ça, c'était fait sur plusieurs images. Et ensuite, ça a été additionné sur plusieurs images. Donc ce qu'on fournit aux scientifiques de la couronne solaire, ce sont ces images-là. Parce qu'eux, ils ne viennent pas là pour faire de l'esthétique, ils viennent là pour faire de la mesure. Donc ces images-là, peu importe qu'il y ait une superposition du disque de la Lune. Ceci dit, si vous prenez ce contour-là, parce que si vous voulez faire une image esthétique à voir, il faut traiter tout ça. Donc ici, il faudrait que le disque Lune arrive ici, et le disque Lune arrive là. Ce qui veut dire qu'il faudrait que le disque de la Lune soit ovale. Alors, bon, c'est certes une ovalisation qui n'est pas très importante, mais c'est une ovalisation quand même. Alors, cette ovalisation, bah, c'est assez facile de s'en affranchir, parce que ici, vous voyez que l'axe d'ovalisation, il est ici, comme ça. On est à combien? Une quinzaine de degrés d'altitude, donc en fait, le soleil est très fort. Donc, il suffit de prendre l'image, de déterminer son axe d'ovalisation, de la retourner, de mettre l'axe en horizontal, et ensuite dans la fonction torsion de Photoshop, et la même dans les autres, vous comprimez un petit peu l'image dans le sens de la largeur, de façon à transformer l'ovale en cercle. Alors, évidemment, vous aurez une petite déformation de l'ensemble des figures ici, évidemment. Ça ne se verra pas dans le cadre d'une photographie que vous allez prendre à viser, on va dire, beauté, côté artistique de la chose. Par contre, c'est une image qui perdra toute valeur d'appréciation scientifique. Donc en gros, on garde les deux. On garde celle-ci pour donner aux gens qui savent, et on garde la nôtre pour nous. Ça, c'est des inversions rotation réalisées sur des petits gradients rotationnels. C'était du 1, 2, 3 degrés. Alors vous voyez, il y a tout petit peu de détails qu'on arrive à sortir. Et ça, c'est fait sur plusieurs images, des inversés aussi. Donc vous avez ici les boucles secondaires, vous avez ici donc ici une espèce d'effet de champ magnétique, là aussi. Et ce, à partir du bord de la Lune jusqu'à un diamètre et demi à peu près. Ça, c'est une couronne caractéristique d'un maximum d'activité solaire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques jeux organisés, plus beaucoup. C'est un jeu en fuseau qui est encore un peu organisé, et tous les autres sont complètement anarchiques. Il y en a dans toutes les directions en latitude. La couronne de minimum d'activité solaire, c'est une couronne de soleil calme. Vous avez des gros fuseaux équatoriaux comme ça, et vous avez ici des espèces de cumulés de champs magnétiques qui sont très très réactifs, on appelle les poules polaires. Alors, vous savez que cette matière qui est chauffée à l'humanité, elle est aussi ballottée dans toutes les directions en fonction des lignes de champ magnétique du Soleil, qui elles-mêmes sont beaucoup plus ballottées en période de maximum, puisqu'il y a beaucoup plus de tâches et que les dipôles magnétiques qui génèrent l'activité magnétique de la couronne solaire sont issus des tâches. Donc, quand il n'y a pas de tâches, on va dire que c'est l'activité électromagnétique de base du Soleil qui reprend dessus, qui est complètement organisée. Et dès qu'il y a des tâches, ça devient le Capernel. Donc là, c'était en partie le Capernel. Là, on prend les deux images précédentes, c'est-à-dire du 1, 2, 3 degrés pour la deuxième et du 2, 5, 10, 15 degrés pour la première. On marie les deux et vous voyez que ça fait une image qui est beaucoup plus adoucie, puisqu'on a quand même considérablement éteint les détails qui font du ciel. Ce ne sont pas des détails, ce sont des artefacts. Donc on a lissé le niveau de perception des détails de l'image
va dire en face bas, juste au-dessus de l'émission du bruit de fond. Donc on a fait une coupe sur le son. Et voilà ce que ça donne. Là c'est sur ces images aussi. Il n'en faut pas beaucoup. Ces images dans une totalité c'est quand même que dalle. Il vaut mieux en faire 6 qui soient bonnes qu'en faire 40 qui soient pourries. Ceci dit, si on a les 40 qui sont bonnes, c'est encore mieux. Alors si vous prenez l'image élémentaire, la première, vous faites un touralage 2, 5, 10, 15 et 20 degrés. Comme ça, vous superposez ça à cette image-là, vous obtenez ça. Ça donne des traits quand même un petit peu plus fins que ce que donne la méthode d'inversion rotation. Alors enfin, il y a une technique sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre parce que le logiciel qui va le faire, c'est Photomatix, qui vaut quand même 80 €. Bon, je connais le concepteur, il m'a fait une licence gratuite, heureusement. C'est le traitement du HDR qui existe d'ailleurs sur beaucoup d'appareils photonumériques maintenant. Le traitement HDR, ça consiste pour un paysage à prendre 3 poses, ou 4 poses, ou 5 poses à des temps d'exposition différentes. Et par un procédé qui permet d'extraire la zone bien exposée, de récupérer sur les 5 images la zone de bien exposée pour générer une 6e image qui soit le condensé des zones bien exposées des 5 premières images. Alors le HDR, ça permet exactement ça. Ça marche très bien pour les éclipses de soleil, les éclipses totales, parce que ça marche très bien pour tout ce qui est, en gros, des images comme une symétrie de révolution. C'est hyper performant, parce que ça permet donc, ça permet de passer de ça, une image élémentaire à ça. Donc vous voyez là, vous avez beaucoup plus de détails, même que la méthode des gradients rotationnels. Par contre, pour maîtriser cette image-là et la mise en colorisation, c'est très compliqué. Ça manque un petit peu de contraste. Donc, en fait, le contraste, on va le récupérer comment? Simplement en superposant le traitement d'HDR au traitement par les gradients rotationnels. C'est-à-dire que vous faites votre série d'images avec des gradients rotationnels, vous faites votre série d'images avec le mode HDR, qui se traite par l'eau. On peut le traiter par l'eau 3 ou 6 images, suivant les puissances du processeur. Et une fois que vous avez fusionné les deux, vous allez avoir une image de très forte résolution ici qui va se superposer sur une image de très fort contraste qu'on aura réalisé par la méthode présentée juste avant. Et voilà ce que ça donne donc en HDR seul. Vous voyez, ça donne un aspect qui est quand même très loin de ce qu'on voit visuellement. Là encore, c'est une image à visée scientifique. On voit les bustes de la ligne qui sont rapassés en fonction de leur déplacement. Et quand on marie les deux, voilà ce que ça donne. Donc vous avez la composante contraste qui est apportée par la technique des gradients rotationnels et vous avez la composante résolution qui est largement apportée par la technique HDR. Cette image-là, elle en comporte 63. Il y en avait 42 qui sont les 42 images originales qui ont subi le traitement pour une image gradient rotationnel successif, une image HDR sur les 43. Et donc les deux ont été superposés de manière à pouvoir avoir et le contraste et la résolution. Il faut savoir que cette image a été prise à 8,5 degrés au-dessus de l'horizon, ce qui est quand même pas bien haut, parce que la couronne solaire c'est très difficile à avoir près de l'horizon. Pourquoi est-ce qu'on l'a prise là? Parce qu'on n'avait pas le choix. Le reste du tracé de l'éclipse c'était sur les flots. Alors les flots c'est bien pour faire des courtes pauses avec des téléobjectifs, on arrive à se concentrer. Mais dès qu'il s'agit de dépasser les dizaines de secondes sur des focales plus longues, ça pardonne pas. C'est-à-dire sur un bateau on ne peut pas faire ce genre d'image. Donc en gros on va chercher les éclipses là où on est obligé de prendre le bateau et où on a une probabilité de s'éclair qui existe. Là vous voyez que le disque était aplati, enfin l'ovale était remis en cercle. Et puis, ce que vous voyez peut-être pas, enfin qu'on voit quand on est sur la photo, c'est qu'ici, il y a les protubérances qui étaient présentes à l'entrée au début de l'éclipse. Et là, on a les protubérances qui étaient présentes à la fin de l'éclipse. Elles étaient petites, hein, mais il y en avait quand même 11. On ne voit pas dans la vraie vie les protubérances d'entrée en même temps que les protubérances de sortie. Parce que le disque de la Lune avance dans ce sens-là. Donc, on a vu au départ ces protubérances-là qui se sont cachées progressivement quand celles-ci sont apparues. Mais comme chacun sait que le
Soleil, si on veut représenter l'ensemble des protubérances en antenne d'éclipse, on est obligé de jouer sur le diamètre du Soleil, de le rendre un tout petit peu plus petit que celui du Soleil, de manière à ce que la représentation du disque de la Lune laisse encore de la place pour les protubérances de part et d'autre. Donc ça, c'est une image qui fait la synthèse complète de 42 images en gradient rotationnel, plus 23 images en SDR. Et l'ensemble, comme c'était des images de 22 milliards, des images élémentaires, avant d'être aplaties et d'être colorisées, ça pesait 1,2 gigaoctets. Donc c'est le type d'image qui peut dépasser la capacité de mémoire vive d'un ordinateur un peu vieux. Mais on y arrive quand même. Une fois qu'elle est appliquée, vous la gardez en haute résolution, en très haute résolution. Pour des reproductions futures, vous mettez le cliché à l'ombre. Et pour le reste, vous faites des copies en ce que vous vouliez, JPEG ou BMP, et à ce moment-là, ce sont les copies qui vont servir à la diffusion. Il faut savoir que quand vous ouvrez une image JPEG, à chaque fois que vous l'ouvrez, vous en altérez un petit peu le contenu. Donc ça veut dire qu'il faut garder les originaux sur des formats beaucoup plus résistants, comme le TIFF ou le BMP, et que quand vous avez une image à montrer, vous ne sortez pas le TIFF du BMP, vous faites une copie en JPEG éventuellement pour que ce soit plus léger, et vous la casez dans les diaporamas. La présentation du disque, il faut ajouter dessus une certaine granularité. Si vous voulez que l'effet soit plus vrai, la granularité de votre fond d'image soit celle du disque. Alors, pour ça, il y a des fonctions qui le génèrent automatiquement en fonction de la taille du grain et de la densité en grain. Alors, ça vous faites un peu juger, et ça permet ensuite de pouvoir donner cette image du disque de la Lune juste en face du Soleil éclipsé, en sachant que 5 minutes avant cette totalité d'éclipse, on avait un super beau temps. Si ça avait été l'éclipse de Chine de 2008, 5 minutes avant, on avait encore des nuages qui étaient devant le Soleil. 5 minutes après, on a eu à nouveau des nuages qui étaient plus loin du Soleil et qu'on a eu un dégagement par les bandes d'éclipse pendant 10 minutes. Donc, ce qui veut dire qu'il est quand même important dans une totalité d'acquérir le maximum d'images de l'ensemble, parce que des fois, quand vous avez une éclipse nuageuse, si vous prenez 40 photos, il n'y en a peut-être pas plus que 3 ou 4 qui seront utilisables. Donc, d'où l'intérêt de mitrailler. Voilà, donc ça, ce sont les techniques. Maintenant, si vous avez des questions sur la mise en œuvre pratique, si vous voulez, on peut en faire une en direct. Là, vous verrez un peu comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, c'est comme vous voulez. Là, j'ai Photoshop, j'ai des images, il y a tout pour le faire en live. Très bien. On y va? Allez. C'est parti. Alors là, vous avez une image de 6200 LP, 6230, 32, 34, 36, 38. Donc on va ouvrir Photoshop. Ce qui prend un peu de temps parce que c'est pas la version de l'Ultra mais c'est pas non plus la dernière, moins sans faute. Alors, je ne sais pas comment la porte de la salle était ouverte. Parce que la fée est revenue. Elle est revenue? Oui. Laquelle? Celle qui avait disparu hier. Celui qui l'avait ramené, il est revenu ce matin. Ah bon? Ouais, monsieur Laville. Ah bon, il est revenu? Ouais, il est dans sa poche. C'est bête parce que Bertrand Lévy, je regarde l'assistation son exposé, je n'ai pas trouvé. Je suis venu ici un peu tard, c'est sûr, mais il n'y a plus personne. Bon, donc on a déjà une unité de revenu. C'est déjà ça. Ah, c'est la deuxième. Donc ici, vous prenez l'image.
Alors on va prendre une sympa, on va mettre sur le cas pour que vous vérifiez. Parce que sur les images qui sont peu exposées, il n'y a pas beaucoup de couronne forcément. Donc les cas, on voit moins bien. Donc, on va prendre par exemple celle-ci, la 1936. Bon voilà, vous avez l'image, vous êtes content. Cette image dupliquée. Et là, vous avez l'image dupliquée. C'est bien. J'ai mis l'écran d'ordi à 600 sur 800, de toute façon, si vous n'ayez pas les soleils à valider, c'est moche, c'est possible. Alors pourquoi je les ai validés? Donc on va faire une technique d'inversion rotation. En fait, l'inversion rotation, vous allez sur l'image rotation de la zone de travail, paramétrer, vous mettez par exemple 2 degrés. Dans le sens où vous voulez, ouais, tu vois, ça n'a pas d'importance. Donc là, vous voyez l'image a tourné. Vous avez l'arête ici qui est plus horizontale et l'arête ici qui est plus verticale. En fait, vous mettez cette image en négatif. Vous la prenez délicatement et vous la posez là-dessus. Alors là, évidemment, pour l'instant, comme on n'a pas réglé les transparences et tout, c'est l'image du dessus qui prend 100% d'opacité qui cache ce qui est en dessous. Donc là, vous allez dans les calques, vous faites une opacité ici à 50%, vous allez vers les deux. Là, vous voyez ce qui se passe. On fait un effet dit de solarisation. Vous rapprochez, vous rapprochez, vous rapprochez. Pour vraiment affiner la superposition des disques, il n'est pas interdit de zoomer. Parce que le pas des corrections, il est fonction du zoom sur l'écran. C'est-à-dire que si vous voulez centrer très rapidement, il vaut mieux avoir une image de récent qui est importante en dimension. Et là, voilà, la supervision est idéale. Vous avez des éléments d'interruption sur le petit liseré ici qui est liseré de la superposition. Donc ça veut dire que vous êtes exactement là où il faut. Alors vous dézoomez. Alors, vous voyez que franchement, c'est pas excitant. Ça donne pas envie. Donc là, vous avez deux images qui sont l'une sur l'autre. Avant d'aller plus loin, il faut les aplatir, donc faire plus qu'une seule. Donc vous avez la fonction calque. Aplatir l'image, vous aplatissez, et là vous avez l'image faite à 2 degrés de rotation. Là-dessus, si vous voulez voir ce qu'il y a dessus et faciliter ensuite les traitements ultérieurs, vous faites donc réglage niveau, et là vous aurez l'intégrale d'image qui va apparaître, ici. Donc vous ramenez ça à la limite ici quelque part. Vous ramenez ça de façon à ce que la projection se retrouve à nouveau sur la zone intéressante, c'est-à-dire la barre verticale. Éventuellement, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez encore pratiquer un peu en mettant une petite séparation un petit peu par là pour ramener toujours le médium sur la barre principale. Vous faites ça. Vous faites OK, et là vous avez votre image de gradient rotationnel de 2 degrés. Alors celle-là, on va se mettre à l'ombre. On va faire la même chose sur l'image d'après. On était sur la 36, on va prendre par exemple la 38. Vous voyez qu'il y a une couronne qui est un petit peu plus détendue, mais une couronne interne qui est un peu plus surexposée, évidemment. Donc vous faites pareil. Donc vous faites quoi? Il y a la flèche du petit. Voilà. Vous faites ensuite Négatif. bon, on peut faire un négatif en premier, c'est pas un problème. Oula. Ouais, négatif. Ensuite, On va faire la rotation. On va faire 2 degrés aussi, dans le même sens. Ensuite, on va faire glisser
fixé sur Voilà. On va l'image. fixer le négatif en rotation sur le positif. Ensuite, Il faut bien la superposer. donc on la met à 50% de transparence, on la superpose. En utilisant Zoom pour faire ça le plus précisément possible. Avec les petites flèches, ça va mieux. Voilà. Ça, on est superposé. Ensuite, alors que fait-on? Il faut les fusionner. Ouais, on est fusionne, tout à fait. Hop, on balade, un fait terminal. Et après, on se donne un petit coup de niveau. Et voilà. C'est simplement chose. Vous voyez, vous n'avez pas les mêmes détails. Ici, vous avez sur celle-ci, vous avez cette partie-là qui est surexposée et celle-ci qui est à peu près visible. Sur l'autre, c'est l'inverse. Vous avez la partie intérieure qui est mieux exposée et la partie extérieure qui est invisible. Donc là, on va le faire sans faire les calculs parce que ça va nous emmener à l'heure. On va faire comme si on les déplaçait en fonction du disque. Alors, tenez ça sur ça. Alors là, c'est pas évident parce que vous avez une grille sur grille. Quand vous allez faire 50%, ici, que vous allez donner un petit zoom pour pouvoir centrer. À la limite, dans deux images, pour avancer comme ça, vous pouvez centrer sur les disques. C'est un peu moins bon que ce qu'on aurait d'habitude. Vous mettez les deux ici, vous les mettez en général, l'incrustation, ça marche bien. Voilà. Et vous avez la somme des détails de deux images. Si vous en mettez une troisième, on peut en mettre une troisième, on va le faire d'ailleurs. On avait 36 et 38, on va peut-être mettre 34 ou 32. Alors dans Photoshop, vous pouvez créer des scripts, hein, c'est-à-dire que les manœuvres qu'on fait ici de façon répétitive, elles peuvent s'automatiser. Mais la pierre rotation là, vous n'avez pas fait. Je trouve que c'est très vite. On va la faire. On va bien faire.
voyez un peu le travers de la méthode, donc voilà. C'est ici une petite protubérance. Bon, divise un peu. Voilà. Vous avez une petite protubérance ici, et sur l'image négative, elle est à côté. Ça veut dire que pour la représentation des protubérances, c'est pas forcément cellule, puisque quand vous faites un angle de rotation entre les deux images, évidemment que tous les détails tournent, y compris les protubérances. Un peu son temps. C'est Windows, c'est même pas, c'est la version 2007. Donc, c'est plus ce que c'était. Donc là, vous avez des petits détails de résolution sur la base de la couronne. On pose plus court. Et si vous l'avez de l'autre, voilà. Qu'est-ce que ça donne sur 3 images? Donc là, vous avez à nouveau les boucles qu'on voit apparaître depuis en gros le bord de la ligne jusque la moyenne du couronne. Tous les deux, vous avez récupéré les éléments d'information de la première, de la deuxième et de la troisième. Alors, admettons qu'on s'arrête là par rapport à ces images. Une fois que vous avez tout en place, vous pouvez aplatir. Et puis ensuite, vous pouvez éventuellement faire un traitement complémentaire. Alors, ce qu'on fait souvent, on les désature en image, en couleur, de façon à éviter des effets de... Alors, c'est une saturation. Vous mettez la saturation à 0. Comme ça, ensuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un petit peu de contraste et voilà ce que ça donne. Alors c'est pas forcément une vue réaliste de l'éclipse autant par rapport à ce qu'on voit visuellement, mais par contre c'est une vue qui est beaucoup plus pratique et fournie, qui vous permet de voir tous les détails enregistrés sur les 3 étoiles d'un seul coup d'œil. Sur les 3 images d'un seul coup d'œil.
Vous voyez déjà sur 3 images ce que ça donne, quand vous en mettez 40, vous voyez ce que ça peut donner. Je vais peut-être le localiser avant de le mettre de côté. On va faire la même chose avec les gradins rotationnels. Et là, c'est 3 images, donc à 2 degrés de rotation. Donc, si on reprend l'image qu'on fait du 5 degrés, on superpose dessus. On aura une image un peu plus aussi. Et du 10 degrés encore plus aussi. Mais l'image porteuse de renseignement image, c'est celle-là. Les renseignements de résolution, c'est celle-là. Vous voyez qu'ici, il y a encore des artefacts liés au fond de ciel. Mais ceux-là, ils sont des communs. Alors si on fait la même technique mais au gradient rotationnel, donc là c'est pareil, on fait une quartier. Rotation de travail paramétré à règle de degré. Psychonégatif. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un gradient rotationnel, c'est différent. Donc on va faire le gradient rotationnel. Donc le gradient rotationnel, c'est un filtre atténuation tout radial. On va y mettre 2 degrés. Vous voyez que l'image est devenue un petit peu plus floue, c'est normal. Vous pouvez mettre ça en réaction négatif. Vous pouvez passer par quel contre l'autre. Alors là, vous voyez strictement rien. Pourtant, il est dessus. Alors là, on les voit peut-être pas sur l'écran, mais en fait les structures sont très atténuées, elles sont à peu près toutes visibles, on voit quelques jets ici. Donc ça apporte une image de basse résolution. Enfin, de haute résolution, pardon. Les détails sont très simples, d'ailleurs peut-être les renforcer un petit peu. Et on les voit apparaître. Voilà. Alors quand on a ces espèces de halos qui sont en fait les zones sur l'exposé de l'image, on a intérêt à les saturer en couleur. Sinon au montage, ensuite à l'application, ça fait des choses un peu bizarres et un peu graphiques. Vous avez sur plein de saturation et vous enlevez la saturation. Alors donc c'est la 30
Donc, si on prend la suivante, on a dit la suivante, je ne vais pas la passer. On peut peut-être faire à 5 degrés, c'est un peu trop long. On peut refaire la 38 à 5 degrés. Si vous voulez sortir. Allez, d'accord. Il y a un portable qui est enregistré sur... D'accord. Et là, quand je les enregistré sur l'historique, il ne va pas répondre. Donc là, on va faire sur la 36. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, donc l'analyse, on va faire à 5 degrés, image dupliquée. Donc, filtre, atténuation, voyage, 5 degrés. Image négative. Voilà, c'est pas vraiment bon. On va mettre dans l'association. Maintenant, voilà. Appellation image. Les niveaux. Donc voilà, là vous avez la profil à 5 degrés de rotation de manière rotationnelle. Alors maintenant, on peut sauvegarder, on peut se mettre à l'ombre. Éliminer celle-ci. Passer à la 36 et à la 32. Avec la 36, c'est mal enregistré. Voilà, c'est facile. Alors pareil, bon c'est assez répétitif, hein, c'est 5 degrés d'électeur. Vous voyez que pour faire le tour radial, c'est quand même, ça nécessite un peu plus de mémoire vive. Hein. C'est un peu moins simple que la version rotation. Donc là, négatif. Donc là, pareil, comme tout à l'heure. Donc là, elles sont fusionnées. À la seconde, voilà, peut-être faire l'image. Un petit coup de niveau.
l'aplatissement. Et du coup, et là, évidemment, vous avez des détails de produits qui correspondent à la base couronne, puisque la photo était peu exposée. Donc là, bon, je fais abstraction sur l'histoire du déplacement du disque pour pas y passer 3 heures. Donc à ce moment-là, vous prenez les blocs, le bloc. Et vous les mettez dessus. Il vous donne donc les jets pour l'extérieur. Voilà, donc vous voyez qu'on sort à partir de 3 images en gravure rotationnelle non focalisée comme ça complètement à l'arrache, hein. C'est pas d'affiner. Donc là vous pouvez ensuite aplatir les images. Donc là il vous en reste plus qu'une. Bon, vous pouvez jouer un petit peu avec, renforcer un peu le contraste ou autre. En sachant que quand vous jouez sur la fonction luminosité contraste, vous ne faites ni plus ni moins qu'il faut faire la bande passante de l'image. Hein. C'est-à-dire que ça génère toujours donc une perte d'information sur l'information élémentaire. Ceci dit, si ça permet de visualiser d'un premier coup d'œil plus facilement, pourquoi pas. Et donc quand vous avez cette image-là, qui est par la technique des grands rotationnels, donc ça c'est la conflit. Et que vous avez cette image-là qui a été traitée par les gradients rotationnels, enfin les inversions rotation, vous voyez que les détails que vous obtenez sur les deux images sont cohérents. On va essayer ici de mettre ça ici comme ça, et ça ici comme ça. De virer toutes ces fenêtres qui ont bien intérêt. Vous avez ces détails-là ici, qui sont là. Alors vous voyez quand même une chose, c'est que par les techniques gravitationnelles, on sort beaucoup plus. Hein. Vous voyez, ce sont les détails ici, là, et là sont les mêmes. À partir des mêmes images par des deux procédés de traitement différents. Sur les détails qu'on voit sur celle-ci, on les retrouve effectivement sur celle-là, mais évidemment, ici on en a beaucoup plus. Alors, je peux vous permettre d'utiliser les deux techniques l'une avec l'autre, c'est-à-dire que vous allez basculer cette image-là sur celle-ci, donc celle-ci sur celle-là, ou l'inverse, peu importe. Et là, vous aurez en gros la sommation de ce que peuvent sortir les deux techniques différentes. Pareil, on va essayer de tenter l'implémentation à 100%. Voilà, donc là vous avez les deux séries d'images qui sont mises sur l'autre, là vous avez à peu près... En gros, plus vous empilez d'images, plus vous allez augmenter le contraste dans les différentes zones et donc plus vous allez les sortir facilement. Alors, bon, quand il y a 3 images comme ça qui ne sont pas très éloignées en temps dans la totalité, ça passe de les superposer sur les disques. Par contre, si vous prenez des images qui ont été prises pour certaines en début de totalité, d'autres en fin de totalité, là il faut vous tenir compte du déplacement du disque. Alors cette image-là, vous avez même le droit, donc une fois que vous l'avez,
Vous avez même le droit de sortir l'image de la série. Admettons qu'on sorte la 6234. Non, il sort jamais du premier kilo. Comment qu'elle fait derrière? On peut faire ça, on peut très bien ici. On peut très bien ici utiliser l'historique et repartir et le faire. Comme ça, on va voir. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien vous amuser à glisser ça là-dessus. Cette image-là, vous pouvez la mettre aussi en abolition de provenance, image réglage, donc le tas de saturation, on ici la saturation, voilà. Et donc ici, en fonction de vos choix, vous avez ici la possibilité de l'image dessus. Et donc en jouant sur les traitements de lumière, de faire apparaître en gros tous les détails de la couronne. Alors en fait là c'est une image de prominence, c'est-à-dire celle qui donne la couleur, c'est une image simple. Et l'image de luminance, celle qui donne les détails, ça va être la sommation de 3 images différentes. Et quand on va faire la sommation des 4 images, donc voilà ce que ça va donner par exemple. Donc vous récupérez les détails. Donc issus des 3 images, celle juste avant celle-ci, celle juste après, c'était la 34 sur la 36, la 38. Vous la superposez sur la 34, il ne faut jamais le faire sur celle qui est le plus exposée, parce que si vous faites sur la plus exposée, vous allez avoir ici cette zone-là qui va être surexposée, et donc en gros le bénéfice de votre traitement, vous n'allez pas vraiment l'apprécier. Vous faites soit sur la première, soit sur celle du milieu. Et donc là, vous avez l'apparition des jets de couronne comme ils étaient pendant la totalité. Pourquoi est-ce qu'ils sont rouges comme ça? C'est simplement parce que c'était fait avec un canon 350D défiltré. Donc il était défiltré, donc forcément il avait plus une sensibilité tournée vers le rouge. Donc ça s'arrange. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut appliquer l'image. On en fait une seule, on l'aplatit, voilà. Et ensuite, on a tout le loisir d'aller jouer avec la balance des couleurs. Alors, voilà. Et d'avoir aussi la balance des couleurs, c'est une fonction qui est pas mal parce qu'elle vous permet de traiter en couleur le niveau de haute brillance, de moyenne brillance et de faible brillance de l'image. Donc, on va en moyen pour enlever un maximum de rouge. Vous voyez que déjà, elle ressemble un peu plus à une couleur de totalité fixe. Si vous retirez un petit peu vous mettez un petit peu vers le vert, ce sera encore plus vrai. Si on met un petit peu vers le bleu, idem. Vous voyez que là, on touche au ton brillant. Ça veut dire qu'ici, on est encore dans les tons brillants, et là, on n'a pas touché à la structure colorée de l'image. Donc, il suffit à ce moment-là d'aller sur les tons clairs, de la désaturer en rouge pour les tons clairs. Voilà. Donc, on désature complètement ce ton clair, et là, on obtient une couleur qui est à peu près, normalement, ce qu'on peut avoir pendant une éclipse totale de soleil. Si c'est un peu trop coloré, parce que là ça peut l'être, hein. Donc une fois qu'on a aplati l'image et qu'on a fait la correction colorée, on peut aller sur la fonction réglage teinte saturation. Et comme son nom l'indique, vous avez une saturation ici, là vous pouvez désaturer globalement l'image jusqu'à la faire en blanc. Et elle est saturée par couleur. Ça veut dire que si vous voulez tordre le tout définitivement tout ce qui est rouge dans l'image, vous mettez la saturation du rouge à 0. Et ça vous permet d'éliminer comme ça l'artefact inhérent à la modification du capteur. Et ça restitue la coloration que vous aviez à l'origine. Alors vous voyez là il y a une image de luminance, 3 images, une image de prominence, 3 images de luminance.
évidemment, quand on a 10 images de prominence, 10 images de luminance, vous avez ici un dégradé qui est beaucoup plus doux et qui va jusqu'au bord de la Lune. Alors l'image, la dernière qui était sur le diaporama, c'est-à-dire celle-ci, parce que quand on fait les ajustements par rapport à l'image finale, celle-ci, avant d'être aplatie et de constituer une seule image, il y en avait 63. Et les 63 faisant 22 mégaoctets chacune, ça faisait une image en cubé qui faisait 1,3 gigaoctets de mémoire. Donc c'était une image qui devenait un peu encombrante à manipuler par le processeur. Donc c'est pour ça que j'en ai gardé une version non aplatie. Parce que sur chacun des niveaux, sur chacune des images, il y a toujours possibilité de faire des petites corrections qui font que le résultat final peut être encore meilleur que ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, mais rien ne dit que je ne trouverai pas un jour. Si bien que quand vous faites des traitements d'image comme ça, qui sont des traitements qui durent très très longtemps, parce que ça demande quand même une autre trentaine d'heures pour faire ça, il vaut mieux garder toutes les étapes intermédiaires, même si ça prend de la mémoire sur les disques durs. Alors, vous les sauvegardez sur des disques durs externes, c'est la meilleure chose à faire, et ensuite, moi je suis en train de retraiter des images que j'avais eu l'occasion de faire en 98, l'équipe de 98. À l'époque, j'avais à ma disposition que les inverses en rotation. Je suis en train de les retraiter en HDR, en gros comme ça. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qui s'en fait. C'est pour ça que vous avez des images, mieux vaut les garder. Et si vous avez des images argentiques, faites-le numériser. Alors pour ce qui est de tout ce qu'on a dit sur le vieillissement des CD-ROM et autres, moi j'ai des images qui sont sur CD-ROM depuis environ 15 ans, ça n'a pas bougé du tout. La prudence veut quand même que vous gardiez une copie sur le disque dur, et le mieux, le fin du fin, c'est de nouveauté de crédit, le clé USB. Mais maintenant on trouve des clés USB à forte capacité, parce que l'avantage de la clé USB, c'est qu'il n'y a aucun support mobile. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de panne mécanique, alors qu'un disque dur externe, il peut y avoir une panne mécanique. Alors, si vous avez un disque dur de sauvegarde qui ne sert qu'à sauvegarder les images duquel vous ne servez jamais, si ce n'est pour réimplanter les images si vous avez un crash disque dur courant, ça va. Parce que ces disques-là sont quand même faits pour tourner un certain nombre de milliers d'heures. Mais si vous avez une sauvegarde unique sur un disque dur externe dont vous vous servez tout le temps pour d'autres raisons, il vaut mieux avoir un deuxième disque dur ou des sauvegardes autres, de façon à ce que ces images-là ne passent pas dans le lot commun des images que vous utilisez. Alors pour ce qui est de l'enregistrement, pour les versions qu'on montre comme ça sur écran, on peut faire du JPEG basse résolution, c'est pas le problème, ça peut être 86 pixels par pouce. Pour ce qui est de la publication dans les revues, les magazines et autres, c'est en général les 300 pixels par pouce, 300 ou 600. Si c'est pour garder, archiver et les ressortir dans 10 ans, 20 ans, gardez-les en pleine résolution, même si c'est une résolution qui est pour l'instant incompatible avec les imprimantes existantes. Parce que quand vous traitez des images à 22 millions de pixels et qu'il y en a 63, vous pouvez obtenir une résolution finale de l'impression de l'image qui est de l'ordre de 1200 pixels par pouce sans problème. Il n'y a pour l'instant aucune imprimante, on va dire d'amateur, qui est capable d'imprimer à cette résolution-là. Mais rien ne dit que dans l'avenir, ça n'existera pas. Donc il ne faut pas, en gros, brider vos images au format d'impression actuel, parce que les formats d'impression actuels peuvent évoluer. Et une fois que vous avez bridé votre image, si vous voulez la débrider, il faut refaire toute la manip et repartir à zéro. Donc pour ça, les disques durs, c'est quand même des bons investissements. Il vaut mieux garder des images par excès plutôt que par défaut, ce qui vous permet ensuite de pouvoir refaire des choses fort sympathiques, même 10-15 ans après. Voilà. Question? Tu veux essayer? Tu viens à ma place et puis... Laissez décompter. Ouais.